Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 10. Suite. Mais Jeanne avait ramassé les 7 petits et prétendait les élever. On essaya de leur donner du lait, 3 moururent le lendemain. Alors le père Simon courut le pays pour découvrir une chienne allaitant. Il n'en trouva pas, mais il rapporta une chatte en affirmant qu'elle ferait l'affaire. On tua donc 3 autres petits, et on confia le dernier à cette nourrice d'une autre race. Elle l'adopta immédiatement, et lui tendit sa mamelle en se couchant sur le côté. Pour qu'il n'épuisât point sa mère adoptive, on sevra le chien 15 jours après, et Jeanne se chargea de le nourrir elle-même au biberon. Elle l'avait nommé Toto. Le baron changea son nom d'autorité et le baptisa Massacre. Le prêtre ne revint pas, mais le dimanche suivant, il lança du haut de la chaire des imprécations, des malédictions et des menaces contre le château, disant qu'il faut porter le fer rouge dans les plaies, anathématisant le baron qui s'en amusa et marquant d'une allusion voilée, encore timide, les nouvelles amours de Julien. Le vicomte fut exaspéré, mais la crainte d'un scandale affreux éteignit sa colère. Alors, de prône en prône, le prêtre continua l'annonce de sa vengeance, prédisant que l'heure de Dieu approchait, que tous ses ennemis seraient frappés. Julien écrivit à l'archevêque une lettre respectueuse mais énergique. L'abbé Tolbiac fut menacé d'une disgrâce. Il se tut. On le rencontrait maintenant faisant de longues courses solitaires à pas allongés avec un air exalté. Gilberte et Julien, dans leur promenade à cheval, l'apercevaient à tout moment, parfois au loin comme un point noir au bout d'une plaine ou sur le bord de la falaise, parfois lisant son bréviaire dans quelque étroit vallon où ils allaient entrer. Il tournait bride alors pour ne point passer près de lui. Le printemps était venu ravivant leur amour, les jetant chaque jour au bras l'un de l'autre, tantôt ici, tantôt là, sous tout abri où les portaient leurs courses. Comme les feuilles des arbres étaient encore claires et l'herbe humide, ils ne pouvaient, ainsi qu'au cœur de l'été, s'enfoncer dans les taillis des bois. Ils avaient adopté, le plus souvent, pour cacher leur étreinte, la cabane ambulante d'un berger, abandonnée depuis l'automne au sommet de la côte de Vaucotte. Elle restait là toute seule, haute sur ses roues, à 500 mètres de la falaise, juste au point où commençait la descente rapide du vallon. Il ne pouvait être surpris dedans, car il dominait la plaine, et les chevaux attachés au brancard attendaient qu'ils fussent las de baisers. Mais voilà qu'un jour, au moment où ils quittaient ce refuge, ils aperçurent l'abbé Tolbiac assis presque caché dans les joncs marins de la côte. « Il faudra laisser nos chevaux dans le ravin, dit Julien. Ils pourraient nous dénoncer de loin. » Et ils prirent l'habitude d'attacher les bêtes dans un repli du Val plein de broussailles. Puis un soir, comme ils rentraient tous deux à la Vriette, où ils devaient dîner avec le comte, ils rencontrèrent le curé d'Étouvent qui sortait du château. Il se rangea pour les laisser passer et les salua sans qu'ils rencontrassent ses yeux. Une inquiétude les saisit qui se dissipa bientôt. Or Jeanne, un après-midi, lisait auprès du feu par un grand coup de vent, c'était au commencement de mai, quand elle aperçut soudain le comte de Fourville qui s'en venait à pied, et si vite qu'elle crut un malheur arriver. Elle descendit si vivement pour le recevoir, et quand elle fut en face de lui, elle le pensa devenu fou. Il était coiffé d'une grosse casquette fourrée qu'il ne portait que chez lui, vêtu de la blouse de chasse, et si pâle que sa moustache rousse qui ne tranchait point d'ordinaire sur son teint coloré semblait une flamme. Et ses yeux étaient hagards, roulés, comme vides de pensée. Il balbutia. « Ma femme est ici, n'est-ce pas ?» Jeanne, perdant la tête, répondit « Mais non, je ne l'ai point vue aujourd'hui. » Alors il s'assit comme si ses jambes se fussent brisées. Il ôta sa coiffure et s'essuya le front avec son mouchoir plusieurs fois par un geste machinal, puis, se relevant d'une secousse, il s'avança vers la jeune femme, les 2 mains tendues, la bouche ouverte, prêt à parler, à lui confier quelque affreuse douleur. Puis il s'arrêta, la regarda fixement, prononça dans une sorte de délire. « Mais c'est votre mari, vous aussi ?» Et il s'enfuit du côté de la mer. Jeanne courut pour l'arrêter, l'appelant, l'implorant, le cœur crispé de terreur, pensant « Il sait tout, que va-t-il faire? Oh, pourvu qu'il ne les trouve point !» Mais elle ne le pouvait atteindre, et il ne l'écoutait pas. Il allait devant lui sans hésiter, sûr de son but. Il franchit le fossé, puis enjambant les joncs marins à pas de géant, il gagna la falaise. Jeanne, debout sur le talus planté d'arbres, le suivit longtemps des yeux, puis, le perdant de vue, elle rentra, torturée d'angoisse. Il avait tourné vers la droite et s'était mis à courir. La mer houleuse roulait ses vagues, les gros nuages tout noirs arrivaient d'une vitesse folle, passaient suivis par d'autres,
et chacun d'eux criblait la côte d'une averse furieuse. Le vent sifflait, geignait, rasait l'herbe, couchait les jeunes récoltes, emportait pareil à des flocons d'écume de grands oiseaux blancs qui l'entraînaient au loin dans les terres. Les grains qui se succédaient fouettaient le visage du comte, trempaient ses joues et ses moustaches, où l'eau glissait, emplissait de bruit ses oreilles et son cœur de tumulte. Là-bas, devant lui, le val de Faucotte ouvrait sa gorge profonde. Rien jusque-là qu'une hutte de berger, auprès d'un parc à moutons vides. 2 chevaux étaient attachés au brancard de la maison roulante. Que pouvait-on craindre par cette tempête? Dès qu'il les eut aperçus, le comte se coucha contre terre, puis il se traîna sur les mains et sur les genoux, semblable à une sorte de monstre, avec son grand corps souillé de boue et sa coiffure en poil de bête. Il rampa jusqu'à la cabane solitaire et se cacha dessous pour n'être point découvert par les fentes des planches. Les chevaux l'ayant vu s'agiter, il coupa lentement leurs brides avec son couteau qu'il tenait ouvert à la main, et une bourrasque étant survenue, les animaux s'enfuirent, harcelés par la grêle qui cinglait le toit penché de la maison de bois, la faisant trembler sur ses roues. Le comte alors, redressé sur les genoux, colla son œil au bas de la porte en regardant dedans. Il ne bougeait plus, il semblait attendre. Un temps assez long s'écoula, et tout à coup il se releva, fangeux de la tête aux pieds. Avec un geste forcené, il poussa le verrou qui fermait l'auvent au dehors, et saisissant les brancards, il se mit à secouer cette niche comme s'il eût voulu la briser en pièces. Puis soudain, il s'attela, pliant sa haute taille dans un effort désespéré, tirant comme un bœuf et haletant, il entraîna vers la pente rapide la maison voyageuse et ceux qu'elle enfermait. Il criait là-dedans, heurtant la cloison du poing, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Lorsqu'il fut en haut de la descente, il lâcha la légère demeure qui se mit à rouler sur la côte inclinée. Elle précipitait sa course, emportait follement, allant toujours plus vite, sautant, trébuchant comme une bête, battant la terre de ses brancards. Un vieux mendiant, blotti dans un fossé, la vit passer d'un élan sur sa tête, et il entendit les cris affreux poussés dans le coffre de bois. Tout à coup, elle perdit une roue, arrachée d'un heurt, s'abattit sur le flanc et se remit à dévaler comme une boule, comme une maison déracinée dégringolerait du sommet d'un mont. Puis, arrivant au rebord du dernier ravin, elle bondit en décrivant une courbe et tombant au fond, s'y creva comme un œuf. Dès qu'elle se fut brisée sur le sol de pierre, le vieux mendiant, qui l'avait vue passer, descendit à petits pas à travers les ronces, ému par une prudence de paysan, n'osant approcher du coffre éventré. Il alla jusqu'à la ferme voisine annoncer l'accident. On accourut, on souleva les débris, on aperçut 2 corps. Ils étaient meurtris, broyés, saignants. L'homme avait le front ouvert et toute la face écrasée. La mâchoire de la femme pendait, détachée dans un choc, et leurs membres cassés étaient mous comme s'il n'y avait plus d'os sous la chair. On les reconnut cependant, et on se mit à raisonner longuement sur les causes de ce malheur. « Qu'est-ce qu'il faisait dans cette cahute ?» dit une femme. Alors le vieux pauvre raconta qu'il s'était apparemment réfugié là-dedans pour se mettre à l'abri d'une bourrasque et que le vent furieux avait dû chavirer et précipiter la cabane. Il expliquait que lui-même allait s'y cacher quand il avait vu les chevaux attachés au brancard et comprit par là que la place était occupée. Il ajouta d'un air satisfait « Sans ça, c'est moi qui y passais. » Une voix dit « Ça aurait-il pas mieux valu ?» Alors le bonhomme se mit dans une colère terrible. Pourquoi que ça aurait mieux valu? Parce que je suis pauvre et qu'ils sont riches? Guettez-les à cette heure. Et tremblant, déguenillé, ruisselant d'eau, sordide avec sa barbe mêlée et ses longs cheveux coulant du chapeau défoncé, il montrait les 2 cadavres du bout de son bâton crochu, et il déclara « J'sommes tous égaux là-devant. » Mais d'autres paysans étaient venus et regardaient de coin, d'un œil inquiet, sournois, effrayé, égoïste et lâche. Puis on délibéra sur ce qu'on ferait. Et il fut décidé, dans l'espoir d'une récompense, que les corps seraient reportés au château. On attela donc 2 carrioles. Mais une nouvelle difficulté surgit. Les uns voulaient simplement garnir de paille le fond des voitures, les autres étaient d'avis d'y placer des matelas par convenance. La femme, qui avait déjà parlé, cria « Mais ils seront pleins de sang, ces matelas, il faudra les laver à l'eau de javel. » Alors un gros fermier, à face réjouie, répondit « Ils les paieront donc. Plus que ça vaudra, plus que ça sera cher. » L'argument fut décisif. Et les 2 carrioles, haut perchées sur les roues sans ressort, partirent au trot, l'une à droite, l'autre à gauche, secouant et ballottant à chaque cahot les grandes ornières des restes d'êtres qui s'étaient étreints et qui ne se rencontreraient plus.
Le comte, dès qu'il avait vu rouler la cabane sur la dure descente, s'était enfui de toute la vitesse de ses jambes à travers la pluie et les bourrasques. Il courut ainsi pendant plusieurs heures, coupant les routes, sautant les talus, crevant les haies. Il était rentré chez lui à la tombée du jour, sans savoir comment. Les domestiques effarés l'attendaient et lui annoncèrent que les 2 chevaux venaient de revenir sans cavalier, celui de Julien ayant suivi l'autre. Alors M. de Fourville chancela, et d'une voix entrecoupée. Il leur sera arrivé quelque accident par ce temps affreux, que tout le monde se mette à leur recherche. Il repartit lui-même, mais dès qu'il fut hors de vue, il se cacha sous une ronce, guettant la route par où allait revenir, morte ou mourante, ou peut-être estropiée, défigurée à jamais, celle qu'il aimait encore d'une passion sauvage. Et bientôt, une carriole passa devant lui, qui portait quelque chose d'étrange. Elle s'arrêta devant le château, puis entra. C'était cela, oui, c'était elle. Mais une angoisse effroyable le cloua sur place. Une peur horrible de savoir, une épouvante de la vérité. Il ne remuait plus, blotti comme un lièvre, tressaillant au moindre bruit. Il attendit 1 heure, 2 heures peut-être. La carriole ne sortait pas. Il se dit que sa femme expirait, et la pensée de la voir, de rencontrer son regard l'emplit d'une telle horreur qu'il craignit soudain d'être découvert dans sa cachette et forcé de rentrer pour assister à cette agonie, et qu'il s'enfuit encore jusqu'au milieu des bois. Alors, tout à coup, il réfléchit qu'elle avait peut-être besoin de secours, que personne sans doute ne pouvait la soigner, et il revint en courant éperdument. Il rencontra en rentrant son jardinier et lui cria « Eh bien ?» L'homme n'osait pas répondre. Alors M. de Fourville, hurlant presque « Est-elle morte ?» Le serviteur balbutia « Oui, monsieur le comte. » Il ressentit un soulagement immense, un calme brusque entra dans son sang et dans ses muscles vibrants, et il monta d'un pas ferme les marches de son grand perron. L'autre carriole avait gagné les peuples. Jeanne de loin l'aperçut, vit le matelas, devina qu'un corps gisait dessus, et comprit tout. Son émotion fut si vive qu'elle s'affaissa sans connaissance. Quand elle reprit ses sens, son père lui tenait la tête et lui mouillait les tempes de vinaigre. Il demanda en hésitant « Tu sais ?» Elle murmura « Oui, père ». Mais quand elle voulut se lever, elle ne put tant elle souffrait. Le soir même, elle accoucha d'un enfant mort, d'une fille. Elle ne vit rien de l'enterrement de Julien, elle n'en sut rien. Elle s'aperçut seulement, au bout d'1 jour ou 2, que tante Lison était revenue, et, dans les cauchemars fiévreux qui la hantaient, elle cherchait obstinément à se rappeler depuis quand la vieille fille était repartie des peuples, à quelle époque, dans quelles circonstances. Elle n'y pouvait parvenir, même en ces heures de lucidité, sûre seulement qu'elle l'avait vue après la mort de Petite Mère. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.